Et maintenant que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, je pense que je me sens plus du tout seule, mais au début, je me sentais très seule. J'ai rencontré l'insomnie. Si tu es en échec, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui je m'entretiens avec Chloé Claire, qui est la CEO de Namer. Bonjour Chloé. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre en studio pour un des tout premiers podcasts vidéo maintenant. Alors, tu as un parcours vraiment unique. C'est assez rare de rencontrer quelqu'un qui a eu une carrière corporate comme toi chez Vinci, puisque tu étais CTO du groupe Vinci. Et puis, tu as décidé de rejoindre une start-up. Tu vas nous expliquer ça plus en détail. C'est important pour moi qu'on se pose un petit peu sur cette étape de ta vie professionnelle. Et puis, tu vas nous parler bien sûr de la start-up que tu as rejoint comme CEO qui s'appelle Namer et qui a créé une base de données géolocalisée sur l'énergie et le climat qui couvre 100% des bâtiments résidentiels. J'ai bien appris ma leçon. C'est parfait. Alors, c'est important pour moi que tu viennes nous en parler parce qu'on va comprendre quel est le lien avec les banques et les assurances et en quoi ça leur permet d'accélérer la transformation de leurs offres, mais aussi de décarboner leur portefeuille. Et j'avais fait un épisode un peu similaire il y a quelques années avec ClimateX, que tu connais probablement, qui est basé au UK. Alors, première question pour toi, comment et pourquoi tu as décidé de quitter le groupe Vinci dans cette place quand même assez prestigieuse de CTO ? Alors, j'étais CTO de Vinci Construction, ouais. Puisque en fait, tout mon parcours avant était dédié au BTP et à la construction et à la technique dans la construction. Donc, à l'origine, je suis ingénieur et architecte. Et ayant fait de très belles études, j'ai eu l'opportunité, voilà, 4 masters, pas de PhD. J'ai eu l'opportunité très souvent qu'on m'ouvre les portes. Après, j'ai délivré ce qu'on m'avait demandé de délivrer, mais j'ai eu tout le temps cette opportunité d'ouverture de porte. Et il y a un moment où, quelque part vers 40 ans, j'ai eu envie de me prouver à moi-même que j'étais capable par moi-même de faire les choses. Ouais. Et en plus, à un moment, quand on est dans les comités de direction, etc., ou les comités exécutifs, on a moins la main sur les choses. Et moi, j'ai grandi sur les chantiers. J'ai grandi à fabriquer des plans pour que derrière, une tour de 300 mètres de haut puisse se construire. Et donc, en fait, tu as vraiment l'impression, quand on parle de sens, tu vois, d'être vraiment les mains dans le cambouis et ça se construit en face de toi et c'est tangible. Et quand tu es dans des comex, t'espères qu'il y a un ruissellement de ta stratégie qui va miraculeusement atteindre l'ensemble des collaborateurs. Mais c'est pas exactement ça. Et tu perds. Enfin, moi, ce qui me manquait, c'était un rapprochement entre les décisions prises et leur déroulement concret. Et aussi un alignement de mes envies personnelles avec mes envies professionnelles, plus dans un sentiment de collaboration, de mutualisation, de bienveillance, même si ça peut être galvaudé, mais voilà, de rigueur, que je ne retrouvais plus dans un grand groupe où, en fait, à un moment, il y a aussi chacun qui fait un peu cavalier seul parce qu'il n'y a pas tant de postes que ça. Non, mais j'ai vécu un peu ce même move, mais je trouve voilà. c'est vraiment assez culotté. Pourquoi est-ce que tu as jeté ton dévolu sur Namer ? Comment s'est fait cette rencontre ? J'ai tout simplement un coup de cœur et je pense qu'en fait, dans la vie, il faut s'écouter. Tu me parlais de conseils tout à l'heure. En fait, faut s'écouter. Et les opportunités, il y en a des milliers. Donc, si on cherche la meilleure, on peut y passer des années. Et en fait, je travaillais chez Vinci Construction avec Namer en tant que cliente de l'entreprise. Elle était clairement pas très bien gérée, mais avec une vision géniale qui correspondait à ce que je pense, c'est-à-dire que le cerveau humain, même si on va parler d'intelligence artificielle, ça reste le cerveau humain, est capable, par des calculs, par de la simulation, de trouver les meilleures solutions pour les grandes problématiques. Et Namer, c'était ça, appliqué au bâtiment, c'est-à-dire en fait tout ce que je connais, mais vers la transition écologique et se dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a un constat très clair. En 2050, 80% des bâtiments dans lesquels nous vivrons en 2050 sont construits aujourd'hui. 80%. On va juste construire en 25 ans 20% de neuf, d'accord ? Et en fait, il se trouve que plus de la moitié d'entre eux ne sont pas viables dans le climat de 2050. Donc aujourd'hui, la question non pas de faire du neuf, ce qui a été en fait toute ma vie, mais la question de la rénovation, elle est ultra importante, et la question du ciblage, et la question de prendre l'ensemble des éléments de la transition écologique, et pas seulement le carbone, on pourra en parler, est très important. Et la data,
qui permet d'être interopérable, qui permet de mesurer les choses. Bon, je suis une bonne ingénieure, donc forcément, je trouve ça formidable. Permet de cibler, permet de trouver la meilleure solution dans un univers multi-contraint. Et donc, moi, je trouvais ça passionnant. En plus, j'avais envie de... Je trouvais que dans la construction, on ne prenait pas nécessairement le virage de l'innovation, même si c'était en fait mon poste, entre autres. On n'allait pas assez vite et d'aller vers de l'IA. C'était bien avant l'IA générative et le buzz dessus, mais c'était déjà très prégnant dans l'idée de l'optimisation opérationnelle, etc. J'avais envie d'y aller à fond. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, oui, mais ça s'est pas fait comme ça. Donc, une fois que tu quittes le groupe et que tu arrives comme CEO, enfin, moi, je l'ai vécu, il faut un peu shifter et reformater son disque dur, on va dire. Dans quel état d'esprit, si tu pouvais juste finir sur ça, tu t'es retrouvé. Et parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être confrontées à ces changements de carrière. Et je trouve ça intéressant d'avoir ton son de cloche parce qu'on te sent vraiment bien dans des pompes et hyper aligné. Comment tu as un petit peu revu ta feuille de route personnelle et si tu avais des conseils à donner au regard de ce passage, un petit peu, cette transformation? Je dirais qu'il ne faut pas tout changer quand on arrive, parce qu'en effet, c'est des univers différents. Ne serait-ce que travailler en mode agile, bon, c'est un peu, voilà, c'est des choses très différentes, des façons de travailler différentes. Et puis, on est seul. Là, pour le coup, il faut à la fois faire les courses Carrefour pour acheter les grains de café et à la fois faire tourner l'entreprise et surtout ramener de l'argent. Ouais. Et en fait, assez vite, moi, j'ai trouvé que j'avais pas le temps de me poser des questions, de savoir si ma décision était bonne ou pas, si j'avais le bon comportement. Parce qu'assez vite, en fait, c'est une start-up, elle n'avait pas d'argent, il fallait aller en chercher et assez vite et de toute façon à pleine balle dedans. Donc, moi, j'ai toujours eu un petit problématique de syndrome de l'imposteur. Il est parti, mais en 1 heure là-bas, tellement il fallait tout de suite... être au charbon. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, après coup, c'est vrai que quand il y a quand t'es CEO d'une petite boîte, je trouve que t'apprends plus que quand t'es dans un comex d'une grosse boîte. Mais par contre, tu es seul à certains moments et tu es... Et moi, j'ai connu les insomnies. J'ai toujours très bien dormi dans ma vie. Et depuis que je suis CEO, j'ai rencontré l'insomnie. Et donc, il faut le savoir aussi que, par contre, j'ai une super équipe et je suis super bien entourée. Et maintenant que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, je pense que je me sens plus du tout seule. Mais au début, je me sentais très seule. Et donc, faut aussi avoir les reins solides et peut-être son partenaire aussi qu'il ait les reins solides parce que globalement, t'arrives avec ton stress à la maison quand même, il faut le dire. Donc voilà, mais c'est une aventure géniale. Et puis, quand j'y suis allée et que je me suis dit, si je réussis pas à lever des fonds, en fait, on va être en faillite assez vite. Donc mes amis me disaient, waouh, comment t'as pris cette décision? Genre, tu vas aller mettre une boîte, tu vas rentrer dans une boîte, elle va aller en faillite 6 mois après, c'est quand même... Et après, je réfléchissais, mais en fait, je sais pas faire une liquidation, je sais pas, je sais pas tout ça. Et je veux pas savoir. Non, d'ailleurs, je croise les doigts pour ne pas savoir, on est toujours d'accord. Mais en fait, qu'est-ce que j'aurais perdu? En fait, rien. Puis après, c'est vrai qu'en France, on met pas en valeur les échecs. Mais en vrai, qu'est-ce que je craignais? Je pourrais toujours retourner dans le BTP si vraiment, je leur dirais, voilà, maintenant je sais faire ça, ci et ça dans une boîte. En fait, je perdais pas grand-chose. Ouais. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est, si tu es en échec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as perdu? Et c'est ça, moi, qui m'a permis d'être plus simple en ce temps-là. Et qu'est-ce que j'ai gagné aussi? Ah, mais bien sûr que tu vas gagner des milliers de choses. Ouais. Mais c'est plus, si la situation, la pire arrive, en fait, oui, tu auras gagné plein de trucs. Ouais. Et qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? La faillite de ta boîte, par exemple. Ouais. T'es arrivé, il n'y avait plus beaucoup de sous, t'as pas réussi. Bon, en fait, et en fait, c'est vraiment ça. Si tu ne vois aucun danger à rater, tu vas, de toute façon, si tu rates, apprendre des milliers de trucs, et si tu réussis, en apprendre d'autres, et aussi des milliers. Donc, il n'y a pas de risque. Bonjour à tous. Je m'insère 1 minute dans cette conversation pour vous remercier d'être à mes côtés depuis presque 5 ans. Cette émission alimente de mon côté les réflexions autour des projets que j'accompagne, que ce soit avec des entrepreneurs ou des investisseurs en France, au Luxembourg, en Europe tout simplement. Si vous souhaitez échanger sur les enjeux de transformation dans l'investissement, la création ou le développement de véhicules ou d'entreprises d'investissement, mais aussi tout simplement sur des aspects opérationnels, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, je serai ravie d'en discuter. Profitez bien de cet épisode.
Merci Chloé d'avoir pris le temps. Hyper inspirant. On va parler donc de Namer maintenant. J'aurais aimé que tu nous présentes rapidement la startup et que tu nous expliques pourquoi c'est une fintech, parce qu'on parle de bâtiment depuis un quart d'heure. C'est super, j'adore le BTP. Mais pourquoi tu es sur FinScale ? Tout à fait. Alors, donc Namer, on produit des données qui permettent de caractériser les bâtiments dans leur morphologie, dans leur environnement et dans leur contexte, pour en fait définir quelle est la meilleure solution de transformation écologique, c'est-à-dire rénovation énergétique, installation de renouvelables et protection ou adaptation aux différents effets du changement climatique. Donc derrière, on a beaucoup de règles métiers pour savoir quelle est la bonne solution en fonction de tous les aspects qu'on connaît de ce bâtiment. Ces données, on les fabrique à partir de ce qu'on appelle l'open data. C'est des données distribuées par tous les organismes publics français. Donc, il y a par exemple des images aériennes très précises qui nous permettent, avec des algorithmes de computer vision, de savoir combien il y a d'arbres autour d'une maison. Et tu me diras, mais quel rapport avec la fintech ? On va bientôt y arriver. Et donc, qui nous permettent de définir ces meilleures transitions. En fait, notre business model, petit à petit, il a commencé à être en fait une entreprise de data as a service et donc de livrer de la donnée en API à des gens qui avaient besoin de faire des modélisations. Donc c'était à la fois des gens qui font des services au bâtiment, type des Veolia, des Orange, des Engie, etc. Mais aussi des gens qui ont besoin de faire du reporting sur les bâtiments. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, dans le reporting ESG, par exemple, des banques ou risque d'ailleurs, il faut regarder tous les assets qu'on a financés. Et une grande partie de des assets financés par les banques de détail, c'est en fait le crédit immobilier de tout un chacun. Et en fait, toutes ces années passées à faire du crédit immobilier, personne n'a fait de reporting sur le DPE, sur telle ou telle information sur le bâtiment. DPE, c'est diagnostic de performance énergétique. Qui permet en fait de savoir si le bien est green ou brown par rapport à un reporting de climatique. Et donc, en fait, on a commencé par ce business model-là. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que intégrer une API, c'est complexe pour des grands groupes. Après, en fait, nos données permettent de faire plein de choses de métier, mais que ce n'est pas les mêmes personnes qui savent gérer des fichiers avec des millions de lignes et qui savent dire quelle est la bonne solution de transition écologique. Et donc, en fait, petit à petit, on a fait un peu comme tout le monde. On est passé en SaaS et on fait du software. On fait des applications qui sont en B2B2C. Donc, moi, je les vends à un business. Donc, je vais t'expliquer pour les banques et les assurances, qui vont, elles, les donner soit de manière gratuite ou pas, différents modèles, à leurs customers. Et donc, en fait, maintenant, je fais des simulateurs en marque blanche pour les banques, pour qu'elles puissent proposer un crédit immobilier avec un plan de rénovation énergétique si la personne achète une passoire thermique, ou un crédit de consommation pour décarboner, soit pour installer des panneaux solaires, soit par exemple aussi pour faire de la rénovation énergétique. Et ça permet en fait aux banques deux choses. D'abord de décarboner leur portefeuille. Donc, par exemple, ils m'ont autorisé à les citer. On travaille avec la Banque Postale. Et aujourd'hui, donc, ils ont notre simulateur. Il est utilisé par les conseillers qui sont en train de rappeler tous les gens à qui ils ont fait des crédits immobiliers ces 5 dernières années, qui sont en fait rentrés dans une passoire thermique en leur disant nous, on a un crédit à impact, venez chez nous. Et là où, j'aurais dû le dire avant, là où nos simulateurs sont différents de tous les simulateurs de rénovation énergétique qui sont sur le marché, c'est qu'ils sont alimentés par notre donnée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, un conseiller, il peut regarder ta maison, on n'est pas encore au Luxembourg, mais ta maison en France, on va dire, et il peut regarder quels sont les travaux sans connaître ta maison. Et il va dire, on pourrait faire l'isolation, etc. Et donc, en fait, parce que toute la donnée est intégrée dans le simulateur, tu peux la modifier parce que l'IA, c'est pas non plus une science exacte. Donc, si on s'est trompé, tu peux la modifier si tu connais cette donnée. Mais si tu la connais pas, tu peux déjà apporter de l'information à ton client. Et c'est là qu'on est différenciant, et c'est là que en quelques années, là, en 18 mois, on a préempté le marché des banques pour les simulateurs de rénovation énergétique auprès des particuliers. On est chez 5 grosses banques sur 6 en France, parce qu'en fait, on apporte une solution qui est faite pour 100% des particuliers, c'est-à-dire celui qui a jamais vraiment réfléchi à la question, qui n'a jamais mesuré ses fenêtres, qui ne sait pas son épaisseur d'isolant, parce que tu as des simulateurs qui sont faits pour obtenir un devis ultra précis. Tu vas y passer 3 quarts d'heure, et donc c'est que quand tu as vraiment envie d'y aller.
Mais nous, c'est le simulateur amont, celui qui donne le déclic. D'accord. Et il est donné, et finalement, le B2B2C, c'est soit customer, soit conseiller, quelque part, parce que finalement, chez beaucoup de nos clients, il est dans les mains des conseillers pour, en fait, engager une certaine forme de conversation avec son client. Et c'est la même chose pour nos simulateurs d'adaptation au changement climatique aujourd'hui. Ils vont être dans les mains des conseillers là, ça peut être dans l'assurance, pour parler avec son client. Et donc ça... Justement, je fais une petite parenthèse. Pour l'assurance, que tu n'en as pas trop parlé, quel serait le cas d'usage typique ? Alors, le cas d'usage en assurance, c'est vraiment data as a service. Et on a une offre qui s'appelle Smart Home Pricing avec notre partenaire Adactis, qui est un actuaire. Et on propose donc vraiment en API pour les assureurs, à la fois sur ce qu'on appelle leur stock, donc ce qu'ils ont déjà assuré dans leur portefeuille, toutes les données sur les habitations ou les appartements pour pouvoir mieux mesurer les risques, et aussi lorsqu'ils font des devis, donc en flux, de pouvoir en fait faire leur pricing en fonction des informations qu'on peut leur donner sur l'habitation. Et donc ça permet de gagner 2 ou 3% en marge technique, ce qui est très important. Il y a un gros ROI derrière nos solutions. Et elles sont complexes parce qu'elles sont live, appelables à tout moment et industrialisées. Et autant, ce que je te parlais tout à l'heure, reconnaître des arbres sur une image, à peu près n'importe quel étudiant en data science peut le faire. Maintenant, la question, c'est de savoir si tu es capable de le faire sur un territoire gigantesque, de le mettre à jour en permanence, de pouvoir l'envoyer, et tout ça dans des règles cyber, DPO, etc., qui sont bien encadrées. Donc en fait, la difficulté, c'est pas purement la data au départ, c'est comment tu fais un flow, comment tu fais une data supply chain qui en fait permet d'arriver jusque chez la banque ou chez les assurances qui ont des systèmes d'information un petit peu verrouillés quand même, de manière la plus simple et qui correspond en fait à leurs attentes. Donc les cas d'usage sont vraiment autour de soit faire des meilleures modélisations, et ça c'est quand tu utilises la data, soit de mettre en valeur tes offres marketing de transition écologique à l'égard des particuliers. Comment vous avez remporté ces appels d'offres avec des acteurs qui sont quand même assez majeurs et relativement vite, je trouve ? Alors en fait, c'est parce que notre solution, elle est vraiment faite pour les banques. D'accord. Parce que, comme je te disais, elle est faite pour 100% des particuliers et pas seulement ceux qui y sont un peu intéressés. Parce qu'en fait, tu fais ta simule en 2 minutes 30, donc vraiment, c'est super rapide. Et qu'en plus, on a orienté la solution vers... On te fait un premier diagnostic, on te dit les travaux qu'il faut faire, et tout de suite, on te dit, voilà les aides de l'État que vous avez, voilà les aides locales. Et là, on intègre la personnalisation pour chacune des banques, qui va nous dire, moi, je veux mettre en avant le PTZ, moi, je veux mettre en avant des travaux qui coûtent moins de 20 000 euros. Ah, c'est le prêt à taux zéro. Pardon, prêt à taux zéro. Voilà, qui est... donc certains, en fait... Ce qui est intéressant, c'est que je vends une solution en marque blanche, mais que j'arrive à ce que chacun de mes clients l'utilise de manière très différente, parce qu'en fait, c'est eux qui font la différenciation du point de vue marketing. Ouais. Donc, certains vont avoir des offres à impact, d'autres veulent mettre en place plutôt du crédit conso. Et donc, suivant ce qu'ils veulent faire, on travaille avec eux sur les scénarios sur lesquels on arrive, et puis à orienter vers ce qu'ils veulent. À la Banque Postale, je te disais, par exemple, c'est chez le conseiller. Là, on travaille avec BNP Personal Finance en Italie. Ils désirent en fait garder les leads pour ensuite en renvoyer eux-mêmes chez leurs artisans. Et puis d'autres, chez BPRI, par exemple, ils travaillent avec un acteur qui fait du lead de rénovation énergétique qui s'appelle Cozy Energy. Et nous, on a connecté notre lead entrant à la sortie vers Cozy Energy donc les gens vont pouvoir être appelés. Donc si tu veux, chacun traite de manière très différente la rénovation énergétique, et nous on est juste là pour booster en amont les leads, et ça marche super bien. Par exemple, je te donnais l'exemple de la Banque Postale tout à l'heure, quand ils ont appelé une centaine de clients pour leur dire on a vu que pour 10 000 euros vous pourriez, et 30 000 euros de travaux, 20 000 euros d'aide, vous pourriez rénover votre maison, etc. Venez nous voir, ils appellent ça la maison de l'habitat. Eh bien, 50% des gens ont pris un rendez-vous. T'imagines ? T'appelles une personne sur deux, t'obtiens un rendez-vous. Jamais de la vie. Ça marche pas comme ça d'habitude. Mais en fait, parce que t'apportes une information, t'apportes quelque chose que la personne ne sait pas. Ouais. Et ça, c'est grâce à la data, parce que la personne n'a rien rempli, etc. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et pourtant, c'est
parfaitement encadré par le GDPR, etc. On reste sur de la donnée à l'habitation. Bon, Chloé, il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est pourquoi du jour au lendemain vous êtes devenue une fintech, vous avez reçu des prix? Tout à fait. En fait, donc on aime se présenter en tant que green tech, mais il se trouve qu'en fait, le constat est qui peut faire bouger ces fameux travaux pour les particuliers, ces fameuses transformations. Eh bien, il y a 2 acteurs, ce sont les banques et ce sont les assureurs. Donc petit à petit, notre clientèle, c'est devenu les banques et les assureurs, même si en fait on travaille beaucoup avec les institutions publiques, avec le ministère de l'écologie, mais là on travaille plus de manière partenariale, je dirais. Ouais. Mais nos vrais clients, SaaS, etc., ce sont les banques et les assurances. Et donc maintenant, on est une fintech, sans aucun problème. Surtout qu'on est une fintech qui aide les finances en fait à se transformer et à décarboner en général. Super. Alors justement, quand on dit fintech, il y a quand même toute une couche réglementaire, beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'écosystèmes à connaître pour savoir comment naviguer dans ces banques, savoir à qui s'adresser, etc. Donc, entre l'équipe que tu avais quand tu as rejoint et celle qui a maintenant, qui adresse typiquement ses clients institutionnels, comment est-ce que tu as remodelé les compétences en interne? Comment est-ce que tu as formé les gens? Comment ça s'est passé? Alors d'abord, il faut voir qu'on a, du côté tech, on a 2 compétences. On a la data science, data engineering, data analyst, qui est vraiment l'art de manipuler les données, et d'autres compétences qui sont la compréhension des enjeux dont on parle, c'est-à-dire un thermicien, une climatologue, quelqu'un qui fait de la socio-économie, etc., pour pouvoir en fait orchestrer ces données pour qu'elles aient du sens pour les réponses qu'on veut donner, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon de transformer une habitation pour qu'elle soit viable en 2050. Et donc, il y a vraiment ce duo-là de compétences, mais ça reste des gens qui adorent bosser ensemble, donc il n'y a aucun problème. C'est sur le business, sur les sales et sur le marketing qu'on a complètement changé. Au début, on pensait pouvoir s'adresser à des plus petits acteurs, des énergéticiens, etc. Et ça n'a pas très bien fonctionné. Et là, je faisais un peu du growth hacking, je faisais plein de choses comme ça. Aujourd'hui, on est passé complètement dans un système grand compte, c'est-à-dire que mes sales juniors, malheureusement, j'en ai plus, parce que tu peux pas parler à une banque si tu as 25 ans, ça marche, et que tu viens pas du Sérail en plus, ça fonctionne pas très bien. Et donc, on a plutôt des sales seniors et un marketing de grand compte. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que par nos networking, moi en particulier, qui vient des grands groupes, etc., on arriver par en haut. Faire des podcasts comme ça aussi, ça permet de faire une certaine connaissance de l'entreprise. Et puis après, nous, on sait qu'on s'adresse aux équipes risques, aux équipes sustainability, aux équipes innovation, aux équipes data ou aux équipes marketing et clients. Tu vois, on sait exactement, tous ces gens-là, c'est pas dur, je les mappe. Il y a une vingtaine de banques en France, une vingtaine d'assureurs. Je peux dire que j'ai des organigrammes de toutes les organisations chez moi. Et on Big les Brother. mappe. Non, mais on fait un travail... L'art de manipuler la data. On fait un travail hyper personnalisé. Et quand on voit une table ronde où il y a tel client qu'on n'arrive pas à qui on n'arrive pas à aller parler, on y va. Ouais. On y va. On va analyser son LinkedIn. Mais complètement. Super. Alors, tu me parlais de transition écologique d'un bâtiment versus transition énergétique. Est-ce que tu pourrais mettre un petit peu de clarté là-dessus et savoir si vous avez, peut-être plus concrètement les solutions que vous avez en place et en quoi ça a un impact sur le ROI des banques? Tout à fait. Non, parce que je pense en tout cas, moi, c'était pas clair dans mon esprit avant que tu me l'expliques. Donc, je pense que parmi les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est un peu pareil. Alors, la transition écologique, c'est plus global. Ça comporte l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est l'atténuation du changement climatique. Ça veut dire moins de carbone. Donc, c'est la décarbonation. Donc, là-dessus, nous, on a des solutions. Donc, comme j'en ai parlé, rénovation énergétique et pose de renouvelables pour les habitations. Et ensuite, il y a l'adaptation. L'adaptation, c'est comment est-ce qu'un bâtiment va pouvoir résister à l'enchaînement de phénomènes extrêmes de plus en plus accélérés et de plus en plus importants. Et là-dessus, tu as plusieurs axes. Tu as la sécheresse, et donc le phénomène, ce qu'on appelle retrait-gonflement des argiles, sachant que la moitié des sols français sont pleins d'argile et que jusqu'à maintenant, il y avait peu de fréquence et d'intensité de sécheresse avec des fortes pluies.
Maintenant, il y en a de plus en plus et on voit les maisons qui craquent. Il y a un deuxième phénomène qui sont les inondations, tout simplement. Je pense que l'automne dernier, dans le nord de la France, ça a été quand même ça a été très touché. Et c'est des zones non inondables. Donc la problématique, c'est en fait le territoire devient inondable. C'est pas c'est plus aussi mappé qu'avant. Ouais. Voilà. Ensuite, ça, c'est deux phénomènes. C'est les deux phénomènes les plus importants en France. Ils touchent la moitié des habitations. Ça, c'est dingue. J'en reviens toujours pas de ce chiffre. Non, mais c'est extrême. Et après, tu as le retrait du trait de côte, qui touche plus les maisons en face de la mer, qui petit à petit sont à risque. Et puis, tu as aussi tout ce qui est feu de forêt, qui touche 20% des communes françaises. Feu de forêt, tempête, tu as à la fois les arbres qui peuvent tomber sur les maisons, ou tout simplement... tout le monde est touché, quoi. En personne. Voilà. C'est pour ça que c'est un bon business, si je puis me permettre. Et donc, par contre, la question, c'est... aujourd'hui, la réalité, c'est que tout le monde s'occupe de rénovation énergétique, ça y est, c'est passé, on essaie de le faire, etc. Mais la réalité, c'est que tu as vu, il nous manque un gros bout. Et en fait, la data permet de se dire, cette maison, elle a tel risque en termes d'inondation, tel gros risque dans sa morphologie, donc ce qu'on appelle la vulnérabilité. Donc très précise, très micro, cette maison-là par rapport à cette autre maison dans un lotissement. Nous, on est capable de dire telle ou telle maison est plus à risque par rapport à sa voisine. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont globalement sur le même sol, donc elles ont la même exposition au risque, mais pas la même vulnérabilité, en fonction des arbres autour, de la pente, de la forme du bâtiment, etc. Donc on travaille là-dessus, et l'idée, c'est de pouvoir donner une solution globale. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de client. Une solution globale qui fasse quoi ? Quand tu fais une rénovation énergétique, si tu n'as pas pris en compte que potentiellement tu pouvais être inondé, tout simplement, tu vas mettre des plaques de plâtre, dans l'intérieur des maisons, du placo. Ouais, et puis dans 2 ans, tu as une inondation et tu as tout à refaire. Il fallait mettre des plaques de ciment. C'est un peu plus cher. Mais si t'as pris ce risque, tu vois. Et donc, c'est là que banquiers et assureurs doivent un peu travailler ensemble, parce que l'assureur, il sait exactement quels travaux faut faire après un sinistre, tu vois. Donc, voilà. Donc, il y a tout ce travail-là qui est intéressant, qui serait intéressant de travailler en écosystème. Mais la réalité, c'est que personne ne regarde cela de manière systémique. Moi, mes clients, j'ai le responsable rénovation énergétique qui est par là. J'ai potentiellement la nana qui vient d'être nommée à l'adaptation du changement climatique, qui ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Elle fait, je vais d'abord faire mes assets, puis après, je verrai pour les particuliers. Ouais. Donc, le sujet n'est pas vraiment sur la table. Il est sur la table chez les assureurs, qui, cette année, doivent sont passés de 12% à 20% la taxe pour la réassurance, pour le régime CatNat. Ouais. Mais ces 8% d'argent en plus, pourquoi on ne les met pas dans la prévention ? Moi, je fais un outil, donc, de la même façon que mon simulateur de rénovation énergétique. C'est un simulateur de travaux de prévention au retrait et gonflement d'argile. Pour te donner une idée, une maison qui est touchée par un sinistre important de retrait et gonflement d'argile, c'est 100 000 euros de travaux. Au minimum. Au minimum. Et en plus, alors, si tu es dans la zone CatNat, tout va bien. Si tu es à côté de la zone CatNat, c'est pour ta pomme. L'assurance, elle te dit, désolé. Donc, c'est terrible, tu perds ton bien, tu vois. La prévention de ce risque-là, c'est 5 000 euros en moyenne. C'est-à-dire les travaux qu'il faut faire. Les travaux de base. Ouais. Il faut que tu prennes tes gouttières. En gros, il faut que tu enlèves l'eau dans tes fondations quand il pleut. Donc, tu prends tes gouttières, tu mets des drains. C'est des trucs simples. Ouais. Moi, en effet, j'ai une data de l'IA hyper complexe pour pouvoir dire que telle maison a besoin de ça. Mais en vrai, la solution à faire à la maison, elle est méga simple. Ouais. Et donc, en fait, aujourd'hui, je fais ce simulateur-là, mais si tu veux, les assureurs, quand je leur présente, tu parlais de ROI, ils me disent, moi, c'est quoi mon intérêt ? Qu'est-ce que je dis à mon client quand je lui dis, t'as qu'à faire 5 000 euros, comme ça, tu seras mieux protégé. Le mec, il dit, moi, j'ai une assurance pour ça. Après, tu vois, c'est difficile de lui dire, ouais, mais si c'est pas CatNat, c'est pour ta pomme. Donc, en fait, il n'y a pas... Il faudrait des approches communes. Voilà. Ouais. Et en fait, si tu veux, donc, il y a eu pour ceux qui sont dans l'assurance, il y a eu le rapport Langrenet qui est sorti de Thierry Langrenet cet hiver, qui justement disait, il faut créer cet écosystème de la prévention à l'adaptation au changement climatique et créer un genre de MaPrimeRénov' égale MaPrimeRésilience. Ouais. Et ça devait sortir en juin, mais finalement, on a changé de gouvernement. On sait que, donc, voilà. J'espère que Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, vous nous entendez, et n'hésitez pas à sortir MaPrimeRésilience, parce que
En fait, tout le monde attend parce qu'il n'y a pas de ROI, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Et ceux qui nous suivent aujourd'hui sur ces simulateurs de retrait et gonflement d'argile, peut-être j'ai le droit de les citer parce qu'on fait un CP dans 3-4 jours. Ah bah oui, donc c'est... oui, j'ai ça, carrément bien sûr, droit. tu peux. Donc c'est Société Générale Assurance. Ils nous suivent parce qu'ils sont engagés et qu'ils veulent parler à leurs clients, leur apporter, comme tout à l'heure, tu vois, des informations qu'ils n'ont pas. Ouais. Mais il n'y a pas de ROI derrière. Non. Ouais. Alors, on espère qu'on va en trouver en travaillant ensemble, en se disant, ah bah finalement, vous avez touché des gens. En fait, du fait que vous ayez parlé à des gens, finalement, vous avez réussi à leur vendre une assurance. Donc, c'est ça qu'ils espèrent, évidemment. On est pragmatique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à pousser à faire 20 fois de la prévention et protéger 20 maisons que d'aller payer un sinistre qui pourrait revenir. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, il y a tout un travail d'écosystème à faire. Ouais, on va être rattrapé quand même par malheureusement, les réglementations vont plus vite quand il y a des catastrophes naturelles. Voilà. Tu vois. On va être rattrapé par la réalité. C'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est exactement ça. Je me garde d'espérer qu'il y ait des catastrophes pour que mon business fonctionne mieux. Mais en tout cas, si tu veux, de toute façon, c'est là. Et donc, c'est ce que je dis d'ailleurs aussi à mes investisseurs. C'est qu'il y a un peu d'attentisme en ce moment. Mais de toute façon, nous, on a les solutions pour régler un problème qui est là. Et l'habitation, 60% des Français n'ont qu'un seul investissement financier dans leur vie, c'est leur maison. Ouais. Donc si tu te dis que la moitié d'entre elles, elles sont toutes patraques en 2050, tu vois, et puis ça veut dire que ça tombe pas en 2050, c'est d'ici là, pendant 25 ans, il y aura chaque année des pourcentages de maisons inhabitables. Et on n'a pas parlé des bouilloires thermiques, 9 logements sur 10. Bref, il y a des choses à faire, et moi je pense que les entreprises qui s'en emparent aujourd'hui, elles sauront parler à leurs clients. Aujourd'hui, en rénovation énergétique, on voit bien que ceux qui s'en sont emparés il y a 3-4 ans, ils sont quand même beaucoup plus... évidemment, ils sont beaucoup plus loin que ceux qui s'en sont emparés il y a 1 an. C'est bien, j'espère que ça a inspiré pas mal de nos auditeurs. Si tu pouvais résumer en quelques bullet points vos prochaines étapes pour le carnet de route pour les prochaines années. Alors, l'internationalisation, ou plutôt l'européanisation, parce que nos algorithmes, ils fonctionnent très bien en Europe. Donc au Luxembourg. Voilà. Écoute, je suis en train de négocier, tout à fait. Très bien. Et en tout cas, on est déjà en Italie, en Espagne. Et ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de ressources pour la commercialisation. Mais en tout cas, nos algos, eux, fonctionnent très bien. Et donc, on est hyper contents. On est sur la réno énergétique maintenant au niveau européen. Et puis, j'espère pouvoir passer à l'adaptation. Et c'est vraiment ça, notre challenge. Et l'autre challenge, c'est qu'on se rende compte de l'importance, en fait, non pas seulement de la décarbonation, mais de l'adaptation, et qu'il faut prendre ces enjeux ensemble. Donc moi, je travaille sur un tout petit bout qui est l'habitation, mais de toute façon, pour l'ensemble de nos vies, il faut prendre ça. C'est plus une attente, en fait, que ça devienne, en fait, une vraie problématique comprise par différentes personnes, comme aujourd'hui, beaucoup plus de personnes comprennent les enjeux de décarbonation, de scope 1, 2, 3, etc. Les gens sont quand même beaucoup plus au courant, bien qu'ils aient cette même compréhension sur les problématiques climatiques. Merci Chloé. Je pense, c'était très inspirant pour moi en tout cas, et j'imagine aussi pour les personnes qui nous écoutent. Alors tu sais, parce que tu m'as écouté 1 ou 2 fois, je pense. Je continue à demander cette recommandation d'ouvrage. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui pour conclure ? Alors, je vous parlerai pas d'écologie, je vous parlerai plutôt de s'évader. Et en fait, comme c'est des gens qui s'évadent dans la planète, ça reboucle avec l'écologie. J'ai un podcast que j'adore qui s'appelle Les Baladeurs. Et c'est un podcast avec une bande-son. D'ailleurs, c'est un musicien qui fait la bande-son. Et donc, ce sont que des gens qui vont à l'autre bout du monde, dans la forêt vierge, Génial. Dans les Groenlandes et tout. Et t'es là, dans tes oreilles, t'es avec eux pendant 1 heure. Et il parle ? T'as une conteuse qui raconte l'histoire. Et comme de plus en plus, tous ces explorateurs se filment, t'as aussi plein d'extraits audio de quand ils sont dans le dur, tu vois. C'est génial. Et donc, en plus, les baladeurs, je trouve... j'adore ce podcast pour juste ressentir la planète. Merci Chloé. Voilà. Je vais l'écouter. À bientôt. À bientôt, Solène. Merci. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.